Bonsoir à tous. Afin que la conférence soit agréable pour tous, afin d'avoir une bonne qualité d'enregistrement parce que ce sera enregistré comme chaque conférence, merci à Olivier Metotsu qui enregistre malgré quelques petits soucis au niveau de son ordinateur. Voici quelques règles complémentaires à celles du serveur. Donc pour la première partie, merci de fermer les micros, autrement on mute toujours pour la bonne qualité de l'enregistrement. Vous pourrez écrire vos questions sur le chat Gazette Taverne en la précédant du mot question, ce qui évitera aux conférenciers de devoir lire vos commentaires et autres. Bon, pour la seconde partie, réponse aux questions posées sur le chat. La troisième partie, questions directes avec un P dans le chat, c'est nettement mieux. Et pour poser une question ou donner un avis et ouvrir le micro uniquement lorsque la parole vous sera donnée. Évidemment, si ces règles temporaires ne devraient pas être, eh bien, il y aurait un rôle troll qui viendrait un petit peu trouver une solution pour les personnes qui enfreindraient ces règles, voilà, qui ne pourraient donc plus parler ni écrire. Merci pour votre compréhension et je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Nico. Bonsoir à tous. Alors déjà, en fait, je ne voudrais pas que ce soit une conférence, on va dire, dite classique. J'aimerais aussi répondre à des questions un peu directes parce que je sais que je peux vite partir sur ce sujet de soit économique ou tout court, parce que tout est lié avec soit les sujets économiques ou politiques, la géopolitique, la géoéconomie. Et que donc, en fait, là, ce que je voudrais aborder, donc pour que ça parle à tout le monde, c'est l'argent que chacun détient, est-ce qu'il vous appartient dès l'instant où il est dans une banque? Je me suis dit que ça peut aborder déjà le sujet de manière, on va dire, un peu plus directe, parce qu'on est tous quasiment détenteurs au moins d'un compte, et pour les plus malchanceux d'économie. Donc, je m'inquiète pas, Valoche, de ton soutien. Donc c'est ma première conférence. Alors déjà, en fait, je vais dire pourquoi j'interviens sur Manu, parce que je trouve que c'est super ce que fait Manu avec Agir. J'ai découvert il y a à peu près 2-3 semaines que je voulais être un intervenant si toutefois la communauté en avait besoin, parce que chacun peut acter ou œuvrer, on va dire, avec ce qu'il sait faire ou ce qu'il a su faire. Moi, pour ma part, en fait, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans ce qu'on appelle le wealth management, avec donc tous les ans, en tout cas, des sujets de remise à niveau sur les sujets également de loi de finances. Et c'est ce qui va aussi intéresser le sujet parce que ça impacte directement l'argent que chacun de nous détient dans une banque, et quel qu'en soit le niveau, du livret A au compte courant, bien même parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a certainement, alors justement, oui, alors pourquoi j'estime que c'est important aussi d'avoir un biais économique dans les sujets ou dans les débats. Alors, quelle que soit l'avancée de l'éveil ou de la réflexion des uns des autres, certains ont déjà passé cette étape, certains pas. Certains certainement, mais ignorent peut-être certaines petites lois qui sont pas très bien connues, en tout cas de beaucoup. C'est par ça que je vais commencer, pour la bonne et simple raison que la question un peu volontaire de l'argent vous appartient-il dès qu'il est dans une banque. La réponse, elle est sur le principe oui. Vous êtes déposant, c'est comme si vous accordiez, d'un point de vue technique, un crédit à votre banque. Oui, alors juste, je vais finir mon cursus. J'ai arrêté de travailler dans l'environnement financier il y a déjà à peu près 2-3 ans. Donc maintenant, je fais d'autres choses. Je travaille dans un environnement divertissement
Et quand même beaucoup, d'autant plus maintenant, en tout cas, tous les petits signes qui, moi, en tout cas, sont mon baromètre. Et voilà, en tout cas, l'économie est un des baromètres qu'il faut également suivre sur ce qui se passe actuellement. Donc, je pense des gens qui sont ici détient un compte en banque, et qu'évidemment, quand pensez être également tranquille sur votre compte en banque, votre compte de dépôt. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Vous avez des lois qui sont passées. Alors Manu, je te ferai suivre des PDF. Oui. Je te ferai suivre des PDF. Alors j'essaie de trouver les plus parlants, on va dire, sans que ce soit le plus technique possible. Notamment, donc, vous avez ce qu'on appelle le bail-in. Vous avez le bail-in et le bail-out. Testé il y a de ça quelques années à Chypre. Hein, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, l'un et l'autre? N'hésite pas à m'aider dans l'interactivité du truc, hein, pour pas que ce soit chiant pour ceux qui nous écoutent. Alors, dans l'espace économique européen, on a un système bancaire qui est quand même très sensible et très en alerte. Déjà depuis 2007-2008, quand il y a eu le premier renflouement de banques par le biais d'un truc qu'on appelle le LTRO, il y a plusieurs banques, même en France, qui auraient déjà dû sauter, en fait. Dès l'instant où tu as ce que j'expliquais il y a pas très longtemps, une faillite de banque, que ce soit en Italie ou dans quel que soit le pays, vous avez une fermeture systématique dans tout l'espace européen de toutes les banques. Donc c'est un facteur qu'il faut surveiller. Le bail-in, donc justement, vient dans ce cadre-là, qui fait faillite. Normalement, l'État nationalise tout ou partie. C'est ce qui s'est passé il y a peu de temps pour 2 banques italiennes. Soit ils doivent faire appel aux déposants. Le bail-in, et donc c'est là où on va pouvoir, à partir de 100 000 euros, prendre tout ce qui est détenu par les déposants ou les épargnants. Majeur, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la garantie bancaire. Ça, c'était le premier effet. Il y a quelques semaines est passé le bail-out. Le bail-out, nécessairement de limite. Ça veut dire que ça va être vraiment selon l'impact ou la grosseur de la faillite de l'établissement en question, que l'État va se substituer ou non. 1000 saute, et donc ça peut être à partir de 30 000, 20 000, 1000, 5 000 euros, ou tout, bloquer le compte. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, Manu, sur le... Oui, tout à fait. Donc, ce que tu es en train de nous dire, donc ça dépend si l'État va accepter à un moment donné, au cas où, par exemple, une banque italienne ferait faillite, je parle des banques majeures, hein, nous serions tous touchés dans la zone euro, si j'ai bien tout compris. Non, on serait touché sur un niveau immédiat qui va être comme ce qui s'est passé à Chypre. Chypre, c'était une île, c'est petit, donc ça n'a pas été très un laboratoire. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'espace Schengen, tu peux pas... c'est comme ça, en fait, hein, c'est les autorités qui veulent des choses comme ça. Tu ne peux pas laisser, en tout cas, les guichets ouverts frontaliers quand toi, tu fermes tes banques. Donc, du coup, toutes les banques seraient fermées. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un ravitaillement au niveau des distributeurs. C'est ce qui a été testé à Chypre, je ne sais plus, c'était en 2014, où effectivement les Chypriotes pouvaient tirer 50, 60 euros par semaine.
Ça vient après amener pas mal de problématiques d'approvisionnement, d'acheminement. Je vous laisse imaginer en tout cas ce genre de sujet. Et donc oui, la Valoche, justement, en fait, j'allais prendre cet exemple, c'est que la Deutsche Bank, des plus solides, et on est vraiment rivé les yeux sur la Deutsche Bank parce qu'il s'est passé quelques événements assez extraordinaires avec la Deutsche Bank. Déjà, il y a à peu près un mois, ils ont annoncé qu'ils n'avaient plus de liquidité, qu'ils ont annoncé à la BCE. Donc ça, c'était la première alerte, sachant que la Deutsche Bank, c'est la banque la plus forte et solide, donc du coup, de l'Union européenne. Pour répondre à ta question, Valoche. Et donc justement, c'est le très bon exemple et le très bon cas. Parce que ça donne une température. Comme je disais, l'économie, c'est un des baromètres, comme chacun a le sien. La Deutsche Bank, c'est un des baromètres, on va dire, de la santé réelle, hein, qui commencerait à être visible pour tout le monde. Donc, il y a à peu près un mois, ils annoncent cette première chose, qu'ils vont être à court de liquidité. Il y a eu également un événement assez extraordinaire, c'est qu'ils ont changé le directeur de la Deutsche Bank de manière un peu rapide et sans réelle nécessairement explication, ce qui se fait pas trop en tout cas dans ce genre de choses. Et le troisième effet qui a eu dernièrement, là, il y a quelques jours, c'est que justement la BCE a demandé à la Deutsche Bank de simuler un état de crise pour comment elle gérerait sa propre crise. C'est-à-dire, grosso modo, expliquez-nous comment vous, la Deutsche Bank, si vous faites faillite demain, la situation se gérerait. Donc la Deutsche Bank est vraiment le très bon exemple. Et donc, justement, cette banque qui peut être en tout cas considérée comme étant la plus solide, il y a plusieurs warnings également qu'on peut avoir sur cette banque. Les conséquences en France. Ouais, Manu? C'est parfait, je te laisse répondre à la question de la Valoche. En France, imaginons d'un commencement de faillite réelle de banques italiennes. Alors, je prends l'exemple de l'Italie, parce que je pense que ça viendra par là. C'est l'exemple le plus flagrant. Il y a 2 banques qui ont fait faillite là-bas, donc personne ne connaissait le nom. 2-3 banques, ils ont dû être enflouées à hauteur de 22 ou 24 milliards. Donc, selon l'impact, on va dire, comme ce qui s'est passé à Chypre, premier impact, c'est avec Bailout. Après, ils vont... impact en France, ça c'est une théorie, mais fermer à un moment les banques, ça va avoir un temps qui peut être long. Il faut trouver une solution, et puis après c'est que de la théorie. L'impact immédiat en France sur quelque chose, sur un épiphénomène qui serait situé, que ce soit en Allemagne, parce qu'on tomberait avant, mais imaginons en Italie, serait dans la thèse, hein, si on ne peut pas effectivement pendant une semaine avoir la possibilité d'aller au guichet pour des problèmes où effectivement après on est plus dans les sujets de consommation du quotidien, ce genre de choses. Hein. Donc après, si il y a le problème après, ça va être un problème épidémique. C'est-à-dire que si on commence à révéler le réel bilan, l'impact du crédit et dans le compte de bilan de chacune des banques, un effet château de sable. Ça peut être compliqué. Alors après, en France, donc pour répondre, alors on dit alors les économistes disent too big to fall. Ça veut dire qu'il y a des banques comme la BNP qui est trop grosse pour tomber. Il fait c'est 4 fois le PIB de notre pays, ce qui pose quand même un réel problème. Après, c'est ce qui permet les grosses prises de risque. Je tiens à rappeler que la BNP, il y a quelques temps, s'est pris une amende de 9 milliards d'euros, 9 milliards de dollars aux États-Unis. Ils ont payé, hein. Il n'y a pas de... Ce qui viendrait peut-être plus impacter les sujets des banques françaises, mis à part leur bilan, serait plus un sujet de monnaie. C'est bon.
Parce que derrière, on aurait quand même toujours l'État qui viendrait quand même en substitution on laisserait jamais tomber, on peut pas laisser tomber NP ou une Société Générale. On va pouvoir en laisser tomber bien d'autres, ce qui va arranger également l'establishment. C'est une D'accord. encore plus grande des banques. L'autre fois, je parlais, dans une discussion des IPRA-banques. Les traités transatlantiques, tous ces trucs-là, c'est juste pour le rachat des entreprises américaines de nos fleurons, quels qu'ils aient été. Pour le moment, ça réussit bien. Prochaine étape, il y en a qui sont prévus dans le système bancaire, et on parle justement d'un rachat de Société Générale qui serait une des premières banques en France. Alors que pour avoir une bonne stabilité, une bonne garantie des choses, il faudrait à l'inverse. 2, 3, 400 enseignes, ça éviterait effectivement les problèmes de contagion, de pollution des crédits que chaque banque détient. Donc la Valoche a écrit que donc les banques traditionnelles françaises ont investi dans le nucléaire à outrance et qu'elles sont-elles vraiment déstabilisées? Alors, françaises, stabilisées, on va dire que quoi qu'il arrive, les banques françaises ont été les moins touchées quasiment pendant la crise de 2008, mais tout de même renflouées. Juste comparer, en tout cas aujourd'hui, la toxicité d'aujourd'hui à celle de 2007, elle est multipliée, alors certains disent fois 10, fois 15 par rapport à ça. 2007. Préférer quand même laisser fermer des établissements plutôt que tous les renflouer, parce que ça va être strictement impossible. Je ne laisse même pas imaginer une banque comme même Crédit du Nord ou quelque chose comme ça, une branche d'une des grosses banques qui devrait fermer. Je ne laisse pas imaginer l'impact quand même. Donc Céleste, donc Pierre a fait pourrait voir ça pour sortir de cette Europe. Céleste fait un raccourci. Est-ce que si l'Italie tombe, la France tombe automatiquement? Est-ce que c'est comme un jeu de domino? Je suis pas sociologue, mais même si on avait, alors aujourd'hui, il faut prendre. Alors là, je vais être plus dans les sujets. Je pense, c'est que la France, vu la position qu'elle tient au niveau de... Parce que je me suis tapé l'autre soir le Conseil européen pour voir les méchancetés qu'ils allaient tous se raconter. Ça a duré presque toute la journée du discours de Macron. Elle serait peut-être protégée. L'Italie, ça devient le mauvais enfant. Ça devient le mauvais enfant qu'on n'a pas réussi à dompter pour le moment. Là, il y a le Sénat qui doit statuer la semaine prochaine, en tout cas pour mettre en place un gouvernement. Après, c'est des sujets qui seraient quand même politiques de manière sociologique. Enfin, même de manière géographique, un problème comme ça, tu viens enfermer, quel que soit l'impact, enfin quel que soit le nombre de banques qui viendraient à être fermées. En tout cas, faut voir que la toxicité, elle représente à peu près 25-30% du PIB chez les Italiens, à peu près. Bon. Alors, j'ai aussi une autre question de la Valoche qui dit la monnaie peut faire tomber les banques. Comment ça? Enfin, c'est simple. Oui et non. En fait, à la base, mais ce que je vais vous expliquer permet de comprendre la guerre commerciale qui a commencé, en tout cas Trump, et qui va continuer, certainement, perdurer. Les monnaies, à la base, elles étaient basées sur les monnaies souveraines sur l'or. C'était la façon de garantir la stabilité et d'avoir ce que ils appelaient, c'était le début aussi des cotations à un moment, des AAA. Les monnaies étaient, c'est-à-dire je te fabrique un billet de 100 francs, derrière, rassure-toi parce que
moi je suis l'État, je suis garant de ce que j'imprime, j'ai 100 euros en or et le lambda, c'est ce qu'on va produire, grosso modo. Où déjà dès 1912, en fait, on va faire juste vite fait un peu d'histoire, je vais essayer de faire bref. 1912, la création de la Fed par des familles de banquiers, le deal, c'était bon, on construit, on fabrique votre monnaie, vous n'avez pas à vous en inquiéter, vous demandez ce que vous voulez, tac, on va gérer tout ça. Grosso modo, je schématise. La contrepartie, ce sera un intérêt. 1912, on crée la Fed. En 1913, on crée l'IRS américain. L'IRS américain a été créé justement pour payer les intérêts. Donc l'IRS, c'est l'impôt sur le revenu. A été créé justement pour payer les intérêts. Donc déjà, en fait, il faut bien réfléchir que déjà dès ce moment-là, il y a quand même un problème de fond, même on parle de souveraineté depuis perpète, mais déjà dès 1912. Ouais, alors on va revenir sur les garanties, Valoche, hein, je vais revenir, je vais essayer de raccourcir. Donc déjà, en fait, dès la fabrication de la monnaie, donc du dollar, sachant que c'est la plus grosse monnaie de change, le dollar, en fait, le problème des dettes, donc on va faire simple, pour qu'il y ait une résolution à un moment des sujets, même des toxicités des crédits qu'ont soit les communes, soit les banques, il faut déjà commencer à régler la fabrication de notre monnaie et de l'épurer. C'était un projet qui était en réflexion en 2007 par Strauss-Kahn quand il était au FMI, qui s'appelle le projet ZOU. Z-H-O-U. Alors, l'État français, niveau garant, il faut dire que déjà en 2007-2008, moi j'étais dans le Wells, donc j'avais des clients fortunés qui nous appelaient, savoir si les subprimes, les titrisations, tout ça, ça allait pas créer un choc systémique, et donc est-ce que l'État français, qu'est-ce qui garantissait? En vrai de vrai, à ce moment-là, nous on savait que cette réserve, évidemment pas, parce qu'au moment où on parlait, il y avait de quoi couvrir, je sais plus, le dernier état des commissaires qui géraient ces sujets, c'était 270 000 foyers. Alors, si on prend en considération que le problème est x10, x15 au niveau des bulles qui sont créées aujourd'hui, là, je vous laisse vous réfléchir. Moi, j'ai évidemment, ma théorie, je suis plus sujet, mais j'y travaille beaucoup dans la réflexion là-dessus. Mais c'est penser, faut y penser. Le projet ZOO, c'était justement commencer à réfléchir à avoir un dollar plus sain, voire même à le transformer. C'est pour ça il voulait amener, donc, si vous avez un dollar sain, on aurait eu un euro sain. L'euro tombera, le dollar pas tout de suite, parce que c'est la réserve de change la plus importante dans le monde, donc quoi qu'il arrive, les choses pourront continuer encore pendant quelques temps à s'échanger avec du dollar. Même si l'endettement américain est absolument faramineux, parce que l'endettement français, il est pas je dirais qu'il est peut-être même pas à 20% de l'endettement des États-Unis. Et on nous fait croire. Faut le voir dans la monnaie du commerce. C'est justement quand on parle d'excédents commerciaux, de déficit, juste réfléchir quand on a la Grèce où le peuple dit non, on va sortir. Je vais pas parler de politique, hein, mais bien d'économie. Moi, j'avais fait des paris à l'époque avec des gens avec qui je bossais sur ces sujets. C'est que même si le peuple dit oui, ils ne pourront pas sortir. Hein, comme nous, on avait dit non, on est
vérité quand même. C'est dire sortir c'était que la Grèce ne paierait jamais sa dette. Il faut savoir qu'en fait la force des fonds, c'est nos dettes. Vous laissez partir la Grèce, il laissait partir plusieurs centaines de milliards de créances. Voilà. En fait, toute leur richesse se trouve dans nos dettes. Alors, c'est pour ça que eux, avant de s'effondrer, avant tout de nos espaces, là, en l'occurrence, la zone euro. C'est également pour ça que les pays souverains ne sont pas du tout dans le... Alors, il y a des questions de la Valoche. Qui renflouerait les banques en cas de chute et d'où vient l'argent? Alors, personne. S'il y avait une chute d'une très grosse banque type Société Générale, personne, en fait. Personne ne renflouerait. Ce serait pas avec l'argent de nos impôts? Si, pardon, oui, bien sûr. On créerait un impôt déjà de manière évidente, parce que il n'y aurait pas assez de réserves, parce que ce qu'on va prendre aux gens ne suffira même pas. Déjà, c'est blocage des comptes de manière immédiate. La seule possibilité de pouvoir sauver quoi que ce soit dans un cas d'effondrement économique quand vous avez trop d'argent en banque, donc là ça concerne certainement très peu d'entre nous, c'est de détenir des titres. Alors, ça ne veut pas dire que ça règle le sujet de leur valeur, mais en tout cas c'est une détention de titres, même de trésorerie. C'est-à-dire qu'après effondrement, si toutefois il existe encore un système... Donc nous dit l'argent est créé à partir de rien, l'argent et les banques sont un leurre, juste un moyen d'asservir les humains. Et qu'en penser? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, nous, je vais te rejoindre aujourd'hui parce que il y a un moment j'ai quitté ça. C'est peut-être que j'ai commencé à être éveillé quand j'ai commencé à regarder la constitution de certains fonds, comme certaines actions Coca, actions Danone. J'en s'y penchais et je réfléchissais à deux fois. Mais oui, je vais te rejoindre obligatoirement. C'est que le gars de la Fed qui a pris la présidence de la Fed là déjà en 2018 a dit bon, on n'en fera jamais assez. L'argent, quoi qu'il arrive, à partir de rien, c'est-à-dire ce qui est mis en place, le quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, comme les appellent les éconoclastes. C'est-à-dire que pour maintenir les marchés, on fabrique des billets. Déjà rien que ça, en fait, rien que l'idée est complètement folle. Donc après, il y en a qui disent oui, mais non, mais regardez, les marchés sont stables. Ah oui, ils sont stables pour une seule bonne raison, c'est qu'il y a 80 milliards par mois qui sont produits par les Américains pour tenir le Dow Jones, 80 milliards sur la zone euro, 90 milliards au Japon. Si le marché s'effondre. Alors, il y a une autre question, mais c'est moi qui l'avais mise. Est-ce que la France a encore de l'or ou Sarkozy a tout vendu? Le sujet de l'or, c'est que alors un peu, mais pas grand-chose. Fort Knox est quasi vide de ce qu'on dit, donc c'est un gros coffre-fort vide là-bas. Faut voir que la Libye, c'était un des sujets. Mettre la main sur le fonds souverain libyen. Mais Sarko, il s'est fait carotter. Donc, la main sur rien du tout. Les Américains qui ont récupéré. Mais l'or, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on dit celui qui a beaucoup d'argent, faut qu'il aille mettre son argent à côté, c'est en Chine, limite en Russie, c'est que ils sont en train, eux, d'acheter de l'or à gogo. Alors, il y a 250 tonnes déclarées, mais au total, avec ce qu'ils réimportent de Suisse et de je ne sais plus où, ils ont au total 2200 tonnes d'or qu'il faut rentrer. Ah oui, puis ils produisent 450 tonnes ou 700 tonnes d'or.
Donc ils ont 2200 tonnes d'or chaque année. Préparer un coup. Sachant qu'ils ont mis en place, il y a 3 semaines, un mois, le pétro-yuan sur le marché. C'était à peu près à la période de la mise en place de la guerre économique. Ça a son importance, c'est que aujourd'hui tous les échanges économiques se font en dollars. Airbus qui fait des bénéfices, ces bénéfices disparaissent parce que il passe de l'euro au dollar et puis du dollar à l'euro. Donc au niveau de son change, il perd tous ses bénéfices. Et là, en fait, le pétro-yuan, c'est mettre en place derrière une alternative, c'est-à-dire que on pourront aller voir sur le marché le coût du yuan et faire son coût du change et voir ce qui lui reste au final. Ce qui n'a pas du tout plu aux États-Unis. Et c'est pour ça que quand on voit la Chine acheter de l'or à gogo, un coup de création d'une monnaie forte. Alors, la Valoche pose également la question. Récemment, l'État français s'est porté garant à hauteur d'1 milliard d'euros dans un contrat entre la Banque européenne d'investissement et la Société du Grand Paris. Donc, je pense que c'était... Est-ce que tu peux c'était concernant les Jeux Olympiques ou est-ce que je dis une bêtise, la Valoche, hein? Si tu veux... Pardon, oui. C'est un... Moi, je suis beaucoup Légifrance, donc forcément, je suis tombée dessus. Oui, le Grand Paris, c'est la société olympique, enfin, c'est la société qui organise les Jeux Olympiques. Et donc, la Banque européenne d'investissement et le Grand Paris ont fait un contrat, et l'État s'est porté garant à hauteur de 1 milliard. Juste question, mais si jamais donc le Grand Paris ne paye pas, l'État paiera donc, puisqu'il est garant. L'argent dans tout ça, il sort d'où? En fait, il y a un moment, bon, tout ça, on sait que ça disparaît, hein, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir justifier la vente de toutes nos entreprises publiques. Investissement sur la formation, c'est 5 milliards par-ci, tac, tac. On aurait déjà dû commencer par comment a été financée la campagne, on ne fera pas de politique. Mais l'argent, il sort de nulle part, parce que en vrai, si la BCE produit 3 000 milliards d'euros et que ça suffit pas, elle pourra faire 4 000, 6 000. Des politiques comme celle-ci en place dans une grande partie du monde, le problème, il n'y aura aucune résolution au problème. Alors, juste aussi, on parle de fake news. Il y a ce même type de loi là qui a été pondue il y a quelques jours pour les marchés financiers. Donc, qu'est-ce qui nous reste exactement comme richesse financière en France? Bon, alors, les châteaux, ben non, on les a vendus aux Chinois, aux Russes, aux Américains. Les entreprises, on va toutes les vendre aux Américains. Même Veolia? Fonctionnaires. En fait, alors. Veolia, Vinci, tous ces groupes-là, tous ces gros groupes. La Poste, par exemple, qui a été privatisée en 2000, je sais plus combien, mais qui reste pas pas le garant, c'est l'État. Non, pas du tout, c'est pas le garant, il est bénéficiaire. C'est-à-dire que la Poste, le groupe La Poste, aujourd'hui, est une société anonyme. Elle produit des bénéfices et l'État récupère 51%, je crois, des bénéfices sans rien injecter dedans. Est-ce qu'on va finir comme ça? À chaque fois, toutes nos entreprises vont-elles finir comme ça pour pouvoir rembourser des dettes ou ce genre de choses, quoi? Oui, en fait, une grande question. Regarde, on va prendre le sujet d'Alstom. Le sujet d'Alstom est super intéressant. Il faut savoir qu'une centrale électrique marche avec... mais bon, je m'étais intéressé quand même au sujet Alstom. Marche avec entreprise. C'est comme si demain on a la SNCF. Si, on a déjà coupé le rail de France, mais c'est comme si on vendait la SNCF au privé. Il y a un moment, le rail, on va le vendre aussi. Alstom, le sujet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a vendu Alstom. Ça veut dire que
on est dépendant d'une entreprise américaine pour faire à un moment du chaînage de la fabrication de notre électricité. On a fait un porte-avions qui est le Charles de Gaulle, je crois, le gros porte-avions nucléaire. Ils avaient oublié qu'en fait, dans un cas de conflit, s'ils ont besoin d'une pièce de rechange, je crois, au niveau des turbines de ce porte-avions, ils sont devenus dépendants des États-Unis. Donc en fait, il faut savoir que notre navale est maintenant devenu, si on estime que Charles de Gaulle est le fleuron, notre naval est devenu dépendant des États-Unis par ce hold-up d'Alstom. Alors, pour le moment, Veolia est juste sur les réflexions de ces absorptions. Donc en fait, il ne nous reste presque plus rien au niveau richesse. Non, si on estime qu'on doit être plus dans un sujet de souveraineté européenne, atlantiste, ça reste dans les bijoux. De l'État France, non. Non, dès l'instant où tu vends Alstom, ok, tu vends également parce qu'il va y avoir moi, je parle pas d'Europe. Moi, je parle le pays France. Je m'arrête. Pour moi, l'Europe n'existe pas. Non, mais c'est de la provocation. Non, c'est pour répondre à ça. C'est que on vend Alstom, on va vendre nos barrages électriques. Il est en sujet de les vendre au privé. Calculer le secteur énergétique comme le secteur du transport sera au privé. Quand je dis le secteur du transport, j'élargis, parce que les aéroports de Paris, c'est également dans les sujets de privatisation. Sont accélérées. Et il faut juste reprendre, elles ont bien pris une accélération dès la mise en place de Macron en 2012 au gouvernement. Sujets qui étaient Alcatel, Alstom, déjà rapidement. Lui, quand il quitte son poste de secrétaire ou de conseiller, je ne sais plus lequel il avait en juin 2014, c'était une espèce de provocation au départ comment s'appelle, l'autre, le ministre, là, Jean-Paul Gaultier. On avait un ministre qui a défendu Florange, là, comment il s'appelle, ce gars-là? Son coup de pression, c'était pour virer justement ce ministre. À la rentrée, il a récupéré le poste du ministre du budget. C'était pour faire passer le sujet sur SFR, sur lequel il y avait eu un blocus de la part de l'ancien ministre. Et c'était pour également faire passer le sujet Alcatel. Alcatel, sur les marchés, fait un prêt d'1 milliard. Alors normalement, c'est toujours l'État qui se substitue pour recherche, le développement, ce qui était le cas. Alcatel, c'est quand même c'est la fibre, c'est tout ça. L'État a refusé, c'est la première fois de manière historique, hein, mais bon, on avait Macron déjà en ministre. Et donc, ils ont été financés par une financière américaine. La contrepartie, c'était les 23 000 brevets d'Alcatel. Donc, c'est le premier hold-up avant de continuer. Moi, je vais poser la question dans la continuité de celle de la Valoche. Si demain il y a un changement de politique et qu'on prouve que les différents gouvernements ont été des traîtres et des gouvernements félons qui ont occupé la place depuis une quarantaine d'années, est-ce que tous ces fleurons, est-ce qu'on va pouvoir les récupérer ? Est-ce qu'il y a une possibilité de récupération dès le moment où on peut prouver que les choses ont été volées? Un bon exemple à ça, c'est la Russie. Juste replonger dans la vraie histoire de la Russie. 1917, l'assassinat du tsar, c'était la suite de certains accords déjà atlantistes.
du tsar en 17 et la mise en place d'oligarques bolcheviques qui étaient sous contrôle de l'industrie au départ américaine. Qui s'est fait sur toutes les ressources. Quand Poutine est arrivé, vidéo en fait, je crois exemple un peu de ça. Il a fait main basse sur pas mal de choses qu'avaient récupéré les oligarques, comme Gazprom ou Ouais, mais la Russie, elle a quand ouais, même la racheté Russie sa dette, rachète sa dette. Ouais, tout à fait. Putain, attends, elle est vachement loin. Donc ça veut dire que nos fleurons sont perdus. À nous de les recréer si jamais, bon voilà, si jamais s'il se passe ce qui doit se passer. Donc quelque part, nos fleurons sont perdus parce que si on doit les racheter, d'abord, on n'aura pas les moyens de par nos plus de réserves particulières. Et en plus, ce sera avec des conditions. Donc nos fleurons sont perdus, comme le paquebot France, comme ce genre de choses. Tout ça, c'est perdu en fait. En fait, après, il faudra qu'on les réquisitionne si un jour il y a un renversement des choses. Mais aujourd'hui, tout ça est perdu. Passant depuis à peu près 2 ans et demi par 49.3 ou ordonnance. Bon, c'est le côté un peu. C'est ce qui me fait toujours halluciner tous les matins quand je me réveille. Ouais, mais regarde Nico, tu parles par ordonnance et 49.3, ok. Mais le problème, c'est qu'un contrat international, c'est un contrat entre deux parties minimum. Même si on arrive à prouver, comme dit Manu, qu'il y a escroquerie, vol, etc., ça reste un contrat. Et un contrat, en plus, le droit international, ça reste quand même quelque chose de très, très, très léger, en fait. Donc, pour moi, les non, mais en fait, le droit français suffisait à protéger le rachat de des entreprises. Ok. Trouver des escroqueries, regardez Alstom, là aujourd'hui on dit on se rend compte que on fait péter un fusil, il y a un mec qui s'auto-dénonce, mais c'est toujours comme ça. Les cheminots, ce qu'ils dénoncent, c'est pas leur statut, évidemment, on le sait tous, c'est la vente au privé. Faut juste France, je crois que ça s'appelait. On l'avait transformé en SA. D'ailleurs, tu prenais le sujet de la banque postale. Elle vient d'être mise sous tutelle. Alors, je sais plus, je crois que c'est nous qui donnions l'information l'autre fois. Ce qui serait pas étonnant. Il y a 2 banques qui sont aujourd'hui autonomes, qui vont être dans le viseur de l'État. Je sais pas si on peut vraiment parler d'État, en fait, parce que on parle pas d'intérêt d'entreprises françaises aujourd'hui. Enfin, non. Il arrive, nos entreprises étaient protégées par les lois. Les OPA, en fait, les opérations agressives en bourse, sont interdites et punies. Pourquoi, en fait, les États-Unis peuvent mettre 9 milliards de dollars à une banque française et que nous, on ne peut pas mettre X milliards, tu vois? Parce que tout simplement, ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel, les lois européennes supplantent les lois nationales. C'est noir sur blanc, ça. Oui, mais non, mais je suis d'accord avec. Non, mais aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand la BNP elle se fait toper, c'est sur une toute nouvelle loi qui venait d'être mise, qui était le FATCA, une loi américaine qui venait d'être mise. Toper la main dans le sac parce qu'ils n'avaient pas encore prévenu tous leurs clients avec intérêt américain ou américain avec intérêt français. Prédisposition à prendre pour blablabla, blablabla, se déclarer. Enfin là, on n'est plus. Aucune loi ne protège les entreprises européennes. Même les lois européennes ne les protègent pas en aucun cas. Les lois européennes ne protègent pas les entreprises européennes de rachat agressif. Même en fait. Si l'Europe aurait pu être acceptable sur d'autres sujets sur lesquels elle ne l'est pas, ça aurait pu être, par exemple, celui-ci. Mais dès l'instant où aujourd'hui, quand on a un président qui parle de souveraineté européenne, loin de la protection de ce qui est du domaine du patrimoine.
avec des intérêts qui sont je ne sais où, en tout cas certainement pas, et d'une pour les entreprises qui se font racheter. Mais vous voyez non plus. si à ce moment-là, je repose la question, je suis toujours dans la même mouvance. Si à ce moment-là, admettons qu'il y ait un changement de politique totale, qu'on redonne à la France le fait de sortir de l'Europe dans laquelle elle n'a jamais voulu entrer, vu qu'il y a eu un référendum qui a refusé l'entrée dans l'Europe, simplement se conformer à ce qui était au niveau du droit, et à ce moment-là, on retrouve la souveraineté, et à ce moment-là, on reprend les entreprises en les nationalisant. Est-ce que c'est une chose qui est au niveau, je dirais au niveau économique, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Ou est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie? Non, en fait, c'est ce que je disais pour Poutine. Poutine, lui, a renationalisé des entreprises et il continue à en renationaliser. Lui, assainir... pour Poutine, alors il y a certainement des gruges dans tous les scrutins où tu as peut-être des locaux qui veulent qu'il y ait beaucoup plus de votants. Donc il y a des gruges partout, je pense, dans le monde entier. Aujourd'hui, personne n'a trouvé d'alternative et ne veut chercher, il n'existe aujourd'hui aucune autre alternative au peuple qu'un mec comme Poutine. Résultat comme ça qui est le plus sincère possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors le peuple le sent pas encore, mais la situation du peuple, en tout cas, s'est pas détériorée, malgré, comme le soulignait Lavaloche tout à l'heure, le fait qu'il ait pu racheter la dette. Là, c'est un travail de long terme, de longue haleine. C'est une utopie dans nos pays, entre guillemets, démocratiques, de penser que les choses pour le peuple se font avec des présidents élus pour 4, 5, 6 ou voire même 7 ans. De croire qu'un président élu pour 5 ans, politique à long terme. Et dès l'instant où cela n'existera pas dans nos systèmes dits démocratiques, toujours des peuples qui seront soumis et d'une et deux à la dette qu'on leur mettra chaque fois sur la tête. Alors le peuple russe reste soumis au travail, puis à sa dette. Je pense qu'il grandira peut-être une évolution plus sympa que la nôtre si on devait même s'arrêter au moment où on parle, c'est-à-dire sans guerre. Dans le niveau de vie d'un Russe par rapport à celui des Européens dans 10 ans, photo. Ouais, mais je comprends pas un truc, Nico. Tu dis... Attends, je vais essayer de le dire clairement. Ok, la Russie, elle a racheté ses... Ok, personne s'en est occupé pendant des années, personne n'a fait attention à ce pays-là, juste un œil comme ça de temps en temps. Ils ont tout racheté. Ok. À partir du moment où ton pays est totalement ruiné, parce que là, ça va relier la question que j'ai posée tout à l'heure, il paraît qu'on serait endetté à 100% du PIB, mais qu'on peut pousser jusqu'à 500%. Si on dépasse les 500%, le pays devient en faillite. Avec quoi tu nationalises? Parce que pour nationaliser, il faut ensuite il faut donner un salaire aux gens qui vont travailler dans l'entreprise qui est nationalisée. Et la question, c'est avec quoi? Puisqu'on n'a plus de fleurons, on n'a plus rien, avec quoi tu nationalises? Alors, économiquement, je parle, économiquement. Si on était... ça n'engage que moi. L'issue pour qu'on retrouve perdu ne devra passer que par un moment de violence. Ça n'engage que moi. Là, je me permets de faire une parenthèse sur ce que je pense profondément. Faut juste voir qu'aujourd'hui, on est gouverné. Alors, comme l'a déjà soulevé Manu, il y a même maintenant des lois au-dessus des lois. Hein, c'est au-dessus, tu le sais, toi, voilà, tu sais certainement mieux que nous. Des sceaux, tout ça.
Aujourd'hui, en fait, le contrôle devient tellement parfait que quand tu arrives, c'est une dictature, certains pourront appeler ça pire ou moins pire, mais dans un État, en tout cas, qui est autoritaire et totalitaire, parce qu'il n'y a plus d'autre choix, en fait. Ouais, mais Si regarde, un président, lorsqu'il est élu, parce que ce que les gens ne comprennent pas en droit, ça c'est vachement chiant, je sais, je suis désolée. Quand un président est élu, il y a ce qu'on appelle le droit permanent. Le droit est permanent, c'est-à-dire que toutes les lois, les textes qui ont été votés par l'ancien gouvernement et l'ancien président, enfin sous l'ancien président, ils continuent, c'est-à-dire que le nouveau président devient garant de ce qui a été voté. S'il n'est pas content, il fait changer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à presque 68 millions de lois aujourd'hui, sans parler des jurisprudences. Donc, la question c'est, même si ton président, il s'engage, il est élu pour 5 ans, il s'engage sur une politique qui est votée au Parlement, qui est acceptée par le Parlement. À partir de là, la loi, elle devient permanente jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée par le prochain régime quelque part. Donc, j'ai du mal à comprendre ton raisonnement sur le président qui s'engage pour 5 ans, mais pas économiquement. Là, j'ai du mal. Pour moi, en fait, je ne peux pas avoir de décision. En fait, moi, je vais juste me remettre comme un citoyen normal, sans parler d'économie. C'est-à-dire que tous les 5 ans ou 7 ans, selon l'âge de certains, ont été amenés à aller, pour ceux qui ont eu le courage, aller jusqu'aux urnes. On sait que chaque présidence a effacé le travail de l'autre. Donc on sait qu'une politique, déjà le temps de la mettre en place sur 5 ans, hein, c'est-à-dire qu'en plus c'est les législatives, alors là maintenant ils ont bien joué le coup à les lier en même temps, ça permet d'éviter les sujets de cohabitation. Une politique se met en place, l'entrée dans un sujet de campagne pour une réélection, si elle a lieu, tant mieux, j'aurais peut-être tendance à dire, si elle n'a pas lieu, ou quasiment, ou alors la politique d'après va accepter bon gré mal gré des trucs qu'elle aurait totalement refusé sur elle, la présidence qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là. Donc je suis désolé, mais tous les 5 ans, on est capable de changer notre fusil d'épaule sur un terme, pas sur un terme politique, parce que grosso modo ils font la même, mais elle est déconstruite et reconstruite toujours de la même façon. C'est pour ça qu'on à mon sens, on perd beaucoup de temps. Poutine, comme les dictateurs, alors, qui sont nommés dictateurs chez nous, mais il faut juste quand même parler avec des gens qui habitent dans certains pays et qui ne peuvent que reconnaître d'avoir des mains autoritaires pour diriger le pays, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a 200-300 dialectes parlés, avec des tribus, des machins. On n'est pas dans des sujets d'assemblée, avec des sénateurs, avec des gens qui parlent tous la même langue. On est sur totalement autre chose. Et que la Russie, c'est pareil, on est sur des États qui sont structurés et qui sont super grands. Alors, on peut, je pense, prévoir une politique sur 7-8 ans sur un pays de 2-3 millions d'habitants, mais pas sur pas sur des gros territoires. Et d'abord, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on va plus vers des politiques, on comprend tous, qui vont être titrées peut-être plus par des gouvernances, qu'elles soient états-uniennes, européennes, ou avoir la suite. Voilà, enfin, le sujet politique dès sa mise en place et la façon dont on a construit notre démocratie était déjà antidémocratique. Le peuple, à aucun moment, on en a eu la preuve plusieurs reprises, c'est qu'il y a eu des failles. La faille, ça a été le référendum, en fait. Alors si on compte pour de vrai, ah merde, on se rend compte que le peuple il n'est pas dans le sens de la politique qu'on doit mener. 5 ans, 7 ans, c'est trop court. Maintenant, c'est un risque quand tu élis un mec pour 6, enfin là, il est en 6 ans renouvelable, Poutine.
quand tu élis un président à vie, forcément, il y a un risque. Hein. C'est soit tu fais un coup d'État pour le destituer, soit tu fais un coup d'État pour le destituer. Mais pour moi, 5 ans, c'est trop court pour mettre une vraie vision à long terme pour un peuple, en tout cas. Merci, Et Nico. dans un monde spéculatif, hein, c'est que et là, comme vous avez pu remarquer, hein, maintenant toutes les présidences quasiment réussissent à se faire dans les mêmes périodes. C'était ça aussi les 5 ans, 7 ans, il y en a qui ont fait 4 ans. C'était un moment à essayer de rendre la jonction possible. Et bon, voilà. Ok, merci. Merci, Nico. Alors, toujours dans les questions, donc on a répondu à la Valoche. L'argent est créé à partir de remboursement des emprunts. L'argent liquide va disparaître. Est-ce vrai et quand? Et quelles sont les conséquences directes sur ceux qui n'ont pas de carte bancaire? Carte bancaire, j'aurais tendance à dire tant mieux. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, avoir la transition la plus simple. Une question sur l'argent liquide. Alors ouais, c'est quelqu'un qui est bien informé. L'argent, le sujet du crédit passif sur le crédit. Hein, c'est-à-dire qu'on crée la monnaie sur le crédit. Ouais, maintenant on la crée même plus sur le crédit. On la crée vraiment plus à la demande. Il n'y a plus vraiment de corrélation. C'est pour ça que il n'y a pas même de corrélation à l'économie réelle pour les pays. C'était quoi l'autre question, tu m'as dit, Manu? Manu. L'argent liquide va disparaître. J'avais pas remis mon micro, Alors, excusez-moi. Oui. Est-ce vrai quand et quelles conséquences directes sur ceux qui n'ont pas de carte bancaire? Donc c'était la question. En fait, c'est que oui. Comme celui qui n'a pas, et que c'est vrai, la connaissance de tout ça, mais en tout cas, tout laisse à supposer que oui. C'est-à-dire que la dématérialisation dans laquelle on nous a lancé depuis 2010 dans la partie bancaire, c'est même dématérialiser les agences, hein, c'est-à-dire pour rendre un moment tout Internet, ce qui facilitera les IPRA-banques à se mettre en place. D'ailleurs, tu as juste un bâtiment, et en fait, tu couvres toute la France ou le monde entier, parce que tu as toutes tes équipes déjà qui bossent là-dedans. Le Bitcoin, l'Eratom, tout ça, alors, c'est, à mon sens, pour voir comment ça peut bien fonctionner ou pas. Donc, l'avenir n'est pas mis sur ces fonds, enfin sur ces monnaies-là, parce qu'elles peuvent disparaître en un clin d'œil. Néanmoins, c'était aussi le sujet de réflexion de comment ça s'appelle, de Strauss-Kahn et de Kadhafi à l'époque du DTS, pendant le projet Zou. C'était justement dans le cadre d'assainissement de la monnaie, rendre la monnaie virtuelle. C'est-à-dire que la transition, elle se serait également faite, on aurait pu penser qu'elle se serait faite par le virtuel. Donc, moi, ma réponse est oui, dans le sens également où, depuis des années, on a interdit l'utilisation de billets ou autres dans certains... déjà, des montants sont interdits. Un billet de 500 € n'a quasiment aucune possibilité de circuler. On dit même qu'il a été créé pour déceler les trafiquants de drogue. Voilà. Il y a une autre... Donc la monnaie, oui, à mon sens, ouais, pour finir, elle va disparaître. Même les commerçants commencent à prendre à tout niveau sur la carte, donc il n'y aura même plus de prétexte du montant. Donc ça se met en place petit à petit, et oui. Alors, autre question, les pays des BRICS déstabilisent-ils le marché économique et financier français? Ça a été une grosse erreur dans les années 2000 des atlantistes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont investi sur le BRICS. On appelait ça les pays émergents dans la finance. C'était Brésil, Brésil, Russie, Chine, Corée. Maintenant, il y a Singapour.
et qui faisait des performances de fonds à 2 chiffres. Hein. C'était impressionnant. Hein. Ces pays il y avait des fonds qui prenaient 30, 40% par an de manière stable, avec une évolution constante. C'est ce qui a renforcé les BRICS, et en 2014, c'est ce qui a aussi effrayé le Fonds monétaire, parce que on a la Fed qui s'est vu annoncer par les représentants des BRICS qu'ils allaient mettre en place la deuxième banque mondiale. Et cette banque mondiale pesait en valeur réelle 6 fois ce que représentait le FMI. De dette. Donc, Je crois que toutes les questions sont de la valoche. Alors, l'Islande a retourné les banques. Est-ce possible en France? J'aurais tendance à dire oui. Il y a eu des tests pour revenir, essayer de réintroduire une monnaie. Alors forcément, il y aurait une perte en PIB, mais qui n'aurait pu être que salutaire, comme c'est en Islande. Le problème, c'est le nombre d'habitants. On n'est vraiment pas dimensionné pareil. Ça aurait été beaucoup plus délicat à mettre en place, mais oui, d'une certaine façon, on aurait pu nationaliser des gens en partie, des gens sur justement ces nationalisations, assumer une perte de PIB, mais il y a un moment, faut se couper le doigt, le poignet, le coude ou au niveau de l'épaule. Enfin, il y a un moment, faire des choix. Hein. Jamais sans... Alors, il y a Exister en liberté qui posait une question au prouve Manu à qui, et car tout est déjà clair. Je crois que je vais te laisser exister, je vais te laisser poser la question peut-être de façon plus claire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Eh bien en fait, moi j'entendais depuis tout à l'heure, je suis arrivée un petit peu en retard, j'en suis désolée, mais je suis un peu atterrée de ce que j'entends, je dois le dire, hein, franchement. C'est que, entendre dire qu'on peut avoir un président à vie parce qu'en 5 ans il n'a rien le temps de faire, je pense que s'il faisait des choses cohérentes les uns derrière les autres pour le peuple, avec le peuple, on aurait vraiment une cohérence et du coup il pourrait même rester que 2 ans, en fait, ça poserait aucun problème. Je me permettais juste de comparer ce qu'on peut comparer aujourd'hui dans l'actualité. Hein. Je comparais juste en fait nos politiques avec la politique d'en face, parce il y avait une réflexion qui était sur le rachat de la dette, où les Russes ont racheté leur dette. Et donc, en fait, c'est par rapport à ça où j'ai permis de préciser que leur homme politique avait été élu de manière totalement validée. C'est-à-dire qu'il a pu mettre une politique long terme qui a pu permettre ça. Hein, c'est le rachat de sa dette. Alors, comme j'ai même précisé que le peuple n'a pas nécessairement mieux vécu, il n'a pas vécu plus mal. Aujourd'hui, enfin moi j'ai 42 ans, j'ai pas beaucoup voté. J'ai toujours regardé ce qui se faisait, ce qui se défaisait. J'ai quand même la malheureuse expérience d'assister à ça. Tout comme aux États-Unis, tout comme peut-être le moins en Angleterre, peut-être moins justement en Allemagne. Dans certaines façons d'aborder la politique, dans une espèce de combat de coq systématique. Je parle dans l'état actuel. Le système politique, ça c'est un autre sujet. Là, je parle dans l'état actuel, c'est pour ça que je me permettais de faire juste un comparatif chez nous et l'effet que ça a. Enfin non, entre ce qui s'est passé là-bas et comment ça a pu être rendu possible, en fait, le rachat de cette dette, et nous, ce qui se passe aujourd'hui, où est plus moche, celui d'après sera plus beau, et puis moi je fais juste un constat, hein, mais là limite on sort du sujet, tu vois. Il y a Gepetto qui pose la question suivante: faut-il recréer le ministère du plan décennal?
je veux bien qu'il précise parce qu'en fait, je le connais pas. Alors, Gepetto, si tu veux poser ta question. Gepetto, tu veux poser la question? Bon, on reposera la question tout à l'heure. Ce soir au... Ouais. Ouais, non, j'espère que j'ai pu répondre à exister quand même sur un sujet, tu vois, du tu moment. Tu peux reprendre la parole ou pas, Manu, éventuellement? Pardon? Est-ce que tu peux reprendre la parole? Non, c'est bon, si tu veux répondre à Nico, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je me demandais de quelle dette on parlait, parce que c'est une dette fictive, tout le monde le sait. Et on est en train de parler d'une dette énorme, mais elle est fictive, cette dette, on est bien d'accord? Ouais, sur le principe, oui, parce qu'elle est irremboursable. Non, mais je parle pas qu'elle soit remboursable ou pas. Pour moi, elle n'existe pas. Oui, dès l'instant où elle est scripturale, oui, déjà même sur le papier, elle est que sur le papier, en fait. Voilà, comme l'argent, d'ailleurs, qu'on te prête et que tu n'as jamais reçu, sonnant et trébuchant dans tes mains, en fait. Et qu'aujourd'hui, alors s'il y a quand même 2 points d'importance, où la dette, c'est là où on se fait carotter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, effectivement, la dette, elle existe pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, la France, donc c'est là où on redevient un pays sans dette, c'est pour tenir les acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'endettement qui est fait, c'est pour payer les retraites et les cotisations et le chômage social. La contrepartie, c'est qu'une dette est esclave de quelque chose. Là, grosso modo, en fait, on va rentrer pour pouvoir la rembourser, chaque citoyen français devrait rentrer dans le travail à vie. Quand tu sais qu'une banque comme la BNP, son bilan, c'est 4 fois le PIB, après 2007, quand les banques ont remboursé le LTRO, c'est-à-dire le renflouement de leurs banques, les banques ont racheté en tout cas les dettes, à peu près la moitié des dettes des pays européens. Là, aujourd'hui, qui tombera pas. C'est pour ça que je disais, une BNP ne pourra jamais tomber, même si elle fait faillite, elle ne tombera pas. Elle va faire 4 fois le PIB. Ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, c'est qu'ils morcellent des bouts du territoire, ils revendent. C'est-à-dire la Grèce est devenue un grand terrain à vendre. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'as plus de patrimoine, ton pays n'a plus de patrimoine qui soit ses châteaux, ses œuvres d'art, ses entreprises, ses acquis, sa fonction publique, une fois qu'il n'y a plus rien, c'est que déjà, tu appartiens entièrement aux banques. Banking, tout le système financier. L'étape d'après, c'est que tu travailleras comme on te le dira. Parce que déjà, la monnaie, elle sera, comme on le disait un peu tout à l'heure, elle sera virtuelle, tout comme son moyen de payer. C'est-à-dire à tout moment, comme bloquer un compte. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, c'est une escroquerie monumentale. C'est ce que veut dire exister en liberté. Le fait déjà qu'ils aient mis avec la loi en 73, avec la loi Pompidou, Giscard, Rothschild, le fait qu'ils aient mis sur les marchés financiers, alors que nous pouvions jusque-là que l'État que la Banque de France prêtait à l'État pour 0% d'intérêt, ça a été une escroquerie monumentale. Et là, le peuple n'a pas été du tout consulté. Il n'y a pas eu ni de référendum, rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, ils ont mis ça sur les marchés financiers dans le dos. Je ne me souviens pas à l'époque
que c'est fait une polémique ou quoi que ce soit, et pourtant j'étais quand même suffisamment, en 73, j'avais quand même 14 ans et j'aurais pu me rendre compte si ça avait fait des vagues. Mais ce n'était pas le cas, tout a été fait dans l'ombre. Donc, ce qui signifie que quelque part, cet emprunt, cette façon de fonctionner a été faite dans le dos des Français, dans le dos du peuple, ce qui signifie, moi à mon sens, que actuellement, eh bien, si on reprend le contrôle à un moment donné, c'est peut-être la première chose qu'on va dénoncer, ainsi que l'Europe, puisque le référendum a été fait et on nous a quand même encore obligés malgré nous malgré le résultat du référendum, etc., etc. C'est une succession de trahisons, de hautes trahisons qui ont été faites. Donc je pense que à ce moment-là, le peuple redevient souverain et à ce moment-là, on reprend nos terrains, on reprend nos châteaux, on reprend tout et puis ils s'assoient sur leurs dettes pour la bonne et simple raison que elle n'a pas été approuvée par le peuple. Évidemment. Eh oui. Évidemment. Non, mais évidemment. Non, mais on les met dehors au passage, les Rothschild. Et au passage, on les met dehors, ce qui fera un bien fou à tout le monde. Déjà, ça remonte, on va dire, la bande organisée remonte à 1912. Les problèmes ont commencé au niveau de la dette, je parle. Au niveau de ces sujets-là, c'est-à-dire de décorréler ce que tu travaillais, ce que... Derrière, c'est 1912. Après aujourd'hui, bien sûr, on est dans un système mafieux. Après, je pourrais vous expliquer comment vous avez un jour en positif au CAC 40 et le lendemain en négatif. Volume. Alors, il y a ces filles qui parlent également ce soir au journal de France 2. Ils ont parlé de la JP Morgan qui veut créer la City de Londres en France. Ouais, ça sera la juste suite ouais. Alors la City, c'est la banque la plus puissante au monde. JP Morgan, c'est une des 8 familles très puissantes. Justement, JP Morgan, il y a eu des sujets, des audits de fait pour voir la capacité. Pour JP Morgan à racheter par exemple le Bitcoin. Je ne sais plus avec qui j'en parlais l'autre fois. On peut racheter le Bitcoin après avoir fait tomber son cours. JP Morgan, c'est à la City que la reine d'Angleterre doit demander l'autorisation pour entrer dans la City. Même la reine d'Angleterre. Ouais, je m'excuse pour tout à l'heure, c'est déjà Charline qui m'avait muté et j'arrive pas à me remettre. Ouais, mais... Pour le plan canadien. Oui, pour le plan décennal. Du plan, c'était sous le général. Et après encore. Et après, Pompidou encore, et puis Giscard l'a annulé. C'était des obligations. Le plan décennal qui prévoyait les aménagements de la France, quoi. En gros, construire des autoroutes, construire des centrales, c'est-à-dire qu'il prévoyait le budget, il prévoyait comment on allait faire, comment on allait le financer, et ce qu'il fallait installer sur le territoire français pour que correctement. C'était les pensées long terme. Donc c'était pour rattraper ce que tu disais tout à l'heure, qu'une politique sur 5 ans, ça veut rien dire. On est dans une espèce de compétition, dans une course continue à la politique. On voit, il y a dans des pays nordiques, les gars, ils sont profs d'anglais, l'autre, il est boulanger, machin, ils sont conseillers ou ministres. Donc, bon. Il y a quand même 2 poids 2 mesures entre nous, nos politiques à 5 ans et les politiques qu'on pourrait effectivement retrouver à 5 ans dans d'autres pays où seraient peut-être un peu plus actives ou regardantes sur ce qui a été fait avant, parce que là, tout le temps, alors, surtout sur le plan économique, enfin des lois de finances. La France, c'est le pays le pire au niveau de ces lois de finances. On dit que
dans l'univers de la fiscalité, on dit que voilà, c'est un millefeuille. Tu vois. Non, et de toute façon, tant qu'on n'aura pas repris les rênes, il n'y a rien à faire. Là, en fait, si je donne ces explications, c'est pour ceux qui en sont à devoir avoir quelques explications comme ça. J'ose espérer qu'effectivement, pour bien d'entre nous, nos réflexions avancent au-delà de ça, mais ça mérite. Il y a quelques points qui méritent d'être soulevés pour rester attentif, quoi. Sur à quel moment on va retirer son argent, comment même pouvoir diversifier intelligemment, rapidement. Et pas des diversifications qui soient du papier, mais d'avoir des réelles réflexions autour de ça. Non, mais on est tous plus ou moins d'accord, là. Mais bon, avoir quelques éclairages sur certaines choses, c'est intéressant, pouvoir en discuter aussi. Et que conseilles-tu, Nico, à ceux qui ne sont pas très argentés, ceux qui ne le sont pas surtout? En fait, ça dépend à quel niveau. Si ceux qui ne le sont pas, c'est dur de donner des conseils. Parce que la vie elle sera toujours compliquée, voire un peu plus. On peut d'aller acheter un petit Napoléon d'or pour se diversifier et puis être sûr assurer une transition s'il y a un problème de monnaie à un moment. Donc pour toi, on ne peut pas vivre sans monnaie, sans argent. À quel moment réellement l'argent a été créé? C'était dans le commerce qu'a naturellement l'homme, c'est-à-dire ce qui était dans le troc. Avant, on échangeait un truc contre un autre. Après, l'homme est quand même nomade, donc il bouge. Et puis, quand à un moment, il voulait acheter des choses, il avait peut-être pas tout le temps les choses sur lui. C'est à ce moment-là qu'en fait, l'idée de créer quelque chose reconnu par tous, une monnaie, un truc rond, avec une matière, en tout cas que tout le monde connaît, c'était justement pour faciliter le troc à distance. Quand il habite, je sais pas, à 8 ans, 3 jours de chevaux à faire, et prendre ça, mais j'ai pas envie de lui ramener mon chameau ou mes 3 moutons, tac, parce qu'il y en a, ils vont crever sur la route. Pour que j'aille récupérer ma soie ou mes épices. Oui, Nico. Ça, on a dû réfléchir à une monnaie. Je suis d'accord. Mais la question, c'est... Pareil, à mon sens. On ne peut pas vivre sans monnaie. On ne peut pas vivre sans argent. On ne peut pas troquer, par exemple. Sociétal, mon rêve, c'est d'aller pouvoir habiter dans un autre pays où il y a un peu moins l'esprit de contradiction ou d'égoïsme et qu'on puisse tous s'autosuffire. Je me trouvais un peu dans tous les salons. C'est que moi, je travaille plus dans ce secteur-là pour plein de bonnes raisons. Je me suis détendu et je suis un peu dans tous les salons parce que j'ai besoin de prendre d'un peu tout parce que je sais qu'on peut vivre sans argent. Ça se trouve, c'est à ça qu'on va être amené à passer, en tout cas dans notre génération. Il n'est pas exclu. Pour moi, si, ça serait la meilleure des choses. Ça voudrait dire que déjà, t'as l'autre qui revient en considération dans ce que tu fais dans le travail. L'argent, ça a été un phénomène de séparation et des cultures et des gens et tout ça. Okay. C'est le grand fossé, en fait, qui fait que tu vas appeler un mec monsieur ou tu vas pas l'appeler tout court et pas le regarder, tu vois. Non, mais merci pour ta réponse, parce que là, elle est propre. C'est bon, j'arrête mes questions, c'est gentil. Non, mais l'idéal, là, moi, en fait, quand je parle de ça, c'est que j'ai connu, en fait, cet univers de métier, mais qu'évidemment, moi, en tout cas, j'aspire à ce que j'aspire que le demain, ce soit
résolution. Et c'est pour ça que je dois moi aussi également prendre à droite à gauche, parce que je vais avoir des choses à transmettre assez rapidement, et puis je vais avoir à réagir aussi avec ce que j'apprends, ce que je mange tous les jours des uns des autres, hein, que je retrouve sur Discord. Mhm. Que la solution n'est pas nécessairement dans elle sera surtout pas dans l'argent. Et il va y avoir, je pense, un rejet de l'argent et de ou pas, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être un moment, et donc faut s'attendre à, et évidemment, je pense que l'homme, avant qu'on aille frapper des pièces, vivait, je vais pas dire très bien, mais vivait en tout cas. Mhm. Communauté, hein. Je pense que dans les villages, ça vivait beaucoup mieux dans l'entraide que était un phénomène justement de division. Mhm. Mais si on reprend maintenant un petit peu toutes les choses qui ont été posées comme question, en fait, c'est et je crois que j'ai vu passer, il me semble que c'est Chroniques humaines qui a dit que tant qu'on ne reprend pas le pouvoir politique, de toute façon, on ne pourra pas avoir cette possibilité économique de façon très claire. Et effectivement, s'il y a la reprise politique, ça change la donne, ça modifie beaucoup de choses. Mais pour le moment, là où il nous emmène, il nous entraîne tout simplement vers l'esclavage, et nous y sommes déjà. Et là, ça va être un esclavage de plus en plus marqué, de plus en plus visible. C'est pour ça que quand je parle de dette, c'est l'outil qui va être utilisé pour qui a déjà commencé à être utilisé et qui va être utilisé pour l'asservissement total. Il n'y a pas de. C'est tous que ça sert à rien. On l'a découvert peut-être un jour, il y a 10 ans, que ça existait, ou il y a 15 ans, ou peut-être 20 ans maximum. Mais on parlait toujours de déficit budgétaire, mais jamais parlé d'un truc où à vie s'enchaîner avec des gens qui n'auront eux jamais voulu. Hein. Et tout chier, nous tous. Chier avec un truc qui n'existe pas pour les gens. On va peut-être passer aux questions directes. Bah ouais, sachant que là, elles étaient assez directes, mais ouais, carrément. Ouais. Donc je vous laisse mettre un P dans le chat et puis poser vos questions. Déjà dans sa bad là, tout le monde avait déjà compris. Mais je parlais, parce qu'on avait déjà discuté, je suis sur un autre salon, qu'il fallait de l'or ou de l'argent. C'est pour restructurer une monnaie, c'est juste dans le cadre à un moment de nomade. Si tu dois échanger un truc, il y en a, j'ai lu des mecs qui vont vouloir échanger des armes, des trucs comme ça. Chose en tout cas que un peu moins de place. Des perles, ça peut être. Alors, en fait, pourquoi ça a de la valeur? Ce sont des choses qu'on ne peut pas construire. Ce sont des choses qui sont. C'est ça que pour moi, c'est ma base de repli. Si vous avez des... Donc c'était sur le... En tout cas sur l'approche. Effectivement. C'est où planquer ces quelques pièces d'or ou d'argent dans sa bad.
ce sera le prochain salon avec à mon chantier, Emmanuel. Ah, Valoche. Ah si, finalement, j'aurais une question. Toi, tu parles d'investir dans l'or et l'argent. Il y en a d'autres qui parlent d'investir aussi dans des matériaux qui commencent à faiblir en France, comme le cuivre. Alors l'acier, je suis pas très bonne en métaux, hein, je suis désolée, mais plusieurs métaux différents. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a un moment, ça c'est Delamarche quand on parlait bien, c'est un des éconoclastes, un des fondateurs des Ouais. éconoclastes. Tu vois, imaginons, tu vas vouloir, t'as plus rien pour échanger un truc, pour avoir du pain, près de ton boulanger, on va dire, estampillé boulanger, tu vas pas aller rogner, tu vois, dans ton lingot d'or qu'on a réussi à faire survivre, c'est 30 000 € un lingot d'or. Voilà, il faut penser à des choses alternatives tant que ça reste des minerais ou des pierres précieuses. Mais oui, cuivre, cobalt, il y a des matières comme ça, des matériaux comme ça, sont toujours échangeables. Alors après, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, mais je pense qu'il faut idéalement de tout, comme si on devait représenter une valeur à la chose. Le cuivre dépasser l'or dans certains moments, dans certaines périodes au niveau de sa valeur. Non, mais puisque les biens, enfin les fleurons français sont perdus quelque part, on a quand même un savoir-faire. Même si on perd nos fleurons, on a quand même des gens qui ont des savoir-faire. Je pense aux électriciens qui ont besoin du cuivre. Je pense l'or et l'argent, ben ouais, il faut les prendre en petite quantité, enfin en petite monnaie, pas en lingots évidemment. C'est plus facile à échanger et à fondre pour faire certaines choses. Tu fais des téléphones, tu fais des trucs comme ça, tu vois, avec, ça sert de conducteur, ça sert de plein de choses. Mais c'est ce que disent aussi les éconoclastes, je me permets d'en reparler, parce qu'ils parlent bien de tout ça. Les métiers à venir, enfin, vers lesquels on devrait orienter les enfants pour ceux qu'on ont, c'est effectivement les métiers de demain, quoi. Plombier, électricien, menuisier, c'est des métiers un peu perdus parce qu'on est devenu une entreprise, un pays de service, en fait. Ouais. On a perdu toutes Mais nos industries. c'est vrai que, enfin, moi, je sais que je préfère un avenir sans argent. Parce que là, il y aura plus de soucis d'escroquerie, en tout cas dans ce sens-là. Voilà, je trouve que le plus gros escroquerie, c'est l'argent, la dette. Moi, c'est vrai que je vois plutôt un avenir sans argent parce que c'est pas la base. Voilà. Mais ça, c'est juste une. Faut le reprendre, je me permets, la valeur, il faut le reprendre à la base, en fait. À la base, il était utile. Oui, L'argent, quand il est non, mais oui. utile, dans l'échange, Oui. Ben oui, c'est plus facile. C'est plus facile. tout ça doit quand même être lié. Tu sais, après, c'est l'homme qui est derrière tout, qui Non, doit non, mais tout à fait. se C'est vrai réguler. qu'il est plus facile de payer en argent qu'en brouette enfin, de 3 tonnes de maïs, enfin, de grains de maïs. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est clair. Non, mais ça, c'est clair. Mais après, je pense Tu vas que dans ça le sera village d'à plutôt côté local. parce que Tant qu'on restera en local, ça sera plus facile. tu sais, des structures de petits villages de bad. Tu vois, on va prendre le sujet. Hein. Dans un demain plus tard, dans un après-demain. Parce que tu as eu des gros crashs, machin, c'est le bordel partout. Ils sont assez spécialisés, tu sais, dans l'agriculture. Et tu sais allez, on va dire à 20 bornes, les mecs font des vêtements parce qu'ils ont récupéré des stocks de vêtements, machin. Mais tes 20 bornes, tu vas les faire à cheval, imaginons, hein, parce que tu veux garder ton essence pour les grandes distances. Tu auras réussi à chourer de l'essence. Mais dans ces moments-là, tu vas te dire, ouais, attends, si je pouvais voyager léger, je pourrais repartir plus plein. Et c'est là où, en fait, le sujet de Noé Deschamps, après, il a réfléchi. Hein, moi, j'ai pas
dessus. J'ai vu plein de trucs au niveau des armes ou ce genre de choses dans les monnaies d'échange parce qu'il y a une valeur qui restera intrinsèque. Mais faut réfléchir à commode et à un moment à devoir échanger avec l'autre, mais qui est pas à côté en fait. Parce que l'entre-soi dans la survie, naturellement, il va y avoir une envie de rapprochement ou d'acheter des choses qui sont pas dans on va dire. Et il y a des choses à réfléchir en tout cas sur l'après échange, même quand on est dans la survie en fait. Enfin, je pense. Tout à fait. Merci en tout cas parce que tu m'as quand même, en tout cas en ce qui me concerne, tu m'as éclairé sur un truc. J'avais pas fait le lien, tu vois. Quand je t'ai posé la question, l'État s'est porté garant pour un contrat entre la BCI et la BEI, pardon, et la Société de Paris. Quand tu as dit, bah ouais, parce qu'en fait, du coup, l'argent, bah, où est-ce qu'on va le trouver? Bah, en privatisant, tout bêtement. C'est vrai que j'avais même Ah pas ouais. fait le lien, quoi. J'ai dit, merde, putain, waouh. Quand, Et là, quand et à un là, moment il dit ah ben en fait, tu commences à faire l'inventaire du pays, tu te dis, il nous reste quoi dans l'histoire, là? Et là, je pense que il beaucoup ont dû comprendre qu'il nous restait pas grand-chose. y a une autre escroquerie à venir dans l'énergie qui est totalement liée au Linky. Sourire de trois. Le Linky, donc là, l'engagement d'Enedis, c'est de ne pas faire payer le client. Je mets de côté tout ce qu'on sait déjà sur le truc dégueulasse que c'est ce truc. Une autre tactique, c'est de faire payer la collectivité. Faire payer la collectivité, ils se sont rendus compte, ce serait totalement hors de prix, mais tout ça ne sont que des techniques commerciales. Donc là, en fait, le deal, c'est qu'Enedis essaie de récupérer de nos collectivités. Il faut savoir que le réseau électrique appartient à nos collectivités. En fait. Au fur et à mesure des générations et des générations qui ont payé et les routes et nos réseaux électriques, tout ça. Donc là, sur un Linky, juste pour régler le sujet de l'installation forcée chez les gens, ils sont en train de faire un hold-up sur le parc du réseau électrique des collectivités. Vous ne pouvez pas payer, bon, ben nous, la contrepartie, c'est ça. Voilà. Hold-up, et puis pareil, regardez bien, en fait, Enedis n'est pas une entreprise d'énergie, mais de database. Réflexion sur le sujet. Autrement dit, c'est le même principe en gros que sur Facebook. Facebook, on croit y aller, mais en fait, c'est un database à la base. C'est vraiment c'est ça. Sauf que là, ce sera carrément obligatoire, c'est-à-dire que ce sera imposé. On impose un système qui va complètement vérifier le moindre geste, la moindre chose que nous faisons pour prendre nos données et pour pouvoir mieux nous contrôler. En gros, c'est ça. Ça a déjà commencé en France avec TF1 qui a demandé à faire régler les diffuseurs comme Free, Bbox, tout ça, pour diffuser la chaîne qui était gratuite. Donc il y a une espèce de faux bras de fer, mais qui était totalement lié. Donc tout le monde a payé jusqu'aux 100 millions d'euros Canal. Ils ont amoindri le chiffre, mais qui était exorbitant. C'est qu'en fait, TF1, c'est aujourd'hui la plus grande entreprise de database. La télé de demain, elle va être totalement transformée. C'est-à-dire que bon, vous avez Netflix, bah, sur là, le réseau aujourd'hui français, il y a TF1, qui est la plus grosse base de données. C'est pour ça que ce bras de fer n'aurait pas duré longtemps, parce que quoi qu'il arrive, c'est TF1 qui allait gagner. Donc imaginez juste qu'Enedis, qui va être obligatoire pour tout le monde, qui a un émetteur-récepteur super puissant Wi-Fi, justement pour détecter tous vos objets connectés, de la barquette de viande que vous avez dans le frigo, à vos baskets, à ce que vous voulez, mais qui va, alors ça,
à mon sens, à un moment, vous proposez de distribuer votre Internet. Ça sera à juste titre parce que quand vous avez un Linky chez vous, celui qui utilise un logiciel pirate, ses connexions directes avec l'éditeur, vous avez les flics dans 3 jours. Voilà. Donc on peut largement imaginer que ce sujet Linky, qui n'est plus une entreprise d'énergie mais de database, vienne vous proposer Internet demain. C'est bien mettre en plus la carotte à tout le monde. Tout le monde aura la petite machine en plus chez lui, pas besoin d'aller la chercher. Voilà, c'est une théorie, on verra ce que nous dit le demain. Mais bon, quand tu es une entreprise de database, tant qu'à faire, c'est de récolter un max de données. Celles qui est à la maison, c'est bien. À collecter celles qui vont passer par l'électrique, c'est-à-dire les 3/4. Donc même sans être votre distributeur Internet, vous aurez toutes les données qui seront pour la plupart interceptées. Et sur les vœux toutes, on va être également votre distributeur. Voilà le monde de demain. L'économie et tous ces trucs en loose D derrière. Vas-y Manu. J'avais laissé mon micro, je suis désolée. Donc là, vous avez peut-être encore des questions, peut-être à poser à Nico. Oui, bah, pas pour moi. Merci en tout cas. Au niveau des banques, donc la question aussi qui se pose beaucoup ces derniers temps, c'est le possible effondrement des banques. Et je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Tu voulais poser une question, Alix? Non, je voulais te dire, Olivier a mis un message dans la taverne. Ok, d'accord, j'y vais. Je pense qu'avant, non, je pense que ça va être un sujet si on prend en compte les sujets des IPRA-banques. J'entends par là qu'à un moment, quand même des rachats, alors tout peut se faire en douceur. Des banques vont continuer ou pouvoir continuer à se racheter entre elles en France. Racheter effectivement par des intérêts américains. En fait, ça va les rendre tellement puissantes que non, elle ne fera pas faillite. Quoi qu'il arrive, la banque ne fera pas faillite. Nationalisant en partie et le reste, ce sera les déposants qui paieront. Elle ne fera pas faillite. Elle, on va dire, d'imposer un fonctionnement pour se faire rembourser à un moment. Était fait en fait là aux États-Unis. Vous avez une hécatombe d'entreprises que les banques ont fait couler en fait tellement de prêts. Des très très grosses entreprises. Toi, tu penses que l'effondrement, bancaire est quelque chose qui n'est pas envisageable dans l'immédiat. Toi, tu penses que c'est pas quelque chose d'envisageable pour le moment? Non, je pense ce qui amènera avant un effondrement bancaire sera l'effondrement de la monnaie. Effondrement bancaire, il peut venir. En fait, il n'aura pas un impact à 100% sur les banques françaises. C'est ça que je veux dire, c'est que les IPRA-banques, elles, se maintiendront, les autres tomberont.
Après, Donc, oui, moi je dissocie l'économie des banques. Les JP Morgan, par exemple, parce que c'est un exemple tout à l'heure qui a été donné, non pas. Elles auront une autre forme, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, elles auront toujours des actifs, c'est ça que je veux dire. mais par rapport au gel, on va reparler de façon peut-être plus précise, au gel des comptes courants, parce que ce sont des choses effectivement qui touchent chacun de nous. C'est ça. Bah, Mm. ça peut arriver sur, je sais pas, on découvre un déficit record de, je sais pas, la caisse d'épargne, aligné sur les principes de crédit, en fait, de financement. Elle se finance pas. La caisse d'épargne et la banque postale sont parmi les deux banques à pas se financer par le biais du shadow banking. Shadow banking, en fait, sont des fonds comme des assurances, type Generali, Allianz, AXA, qui se font prêter à zéro par le biais des banques centrales et reprêtent aux banques à 2%. Ouais. Je crois qu'il y avait Gidad qui voulait peut-être poser une question. Bah juste, je viens de mettre un lien là qui dit que la dette mondiale a atteint 164 milliards de dollars en 2016, donc on est bien plus que ça. 225% du PIB mondial. Pour toi, il risque pas d'avoir effondrement du fait que tout le monde est endetté, tout le monde a laissé des crédits à la consommation à qui il voulait bien, quoi. Même à des smicards, on offre de quoi s'acheter des maisons à 200 000 euros. Tu trouves que tout va bien? Non, du tout, non, j'ai pas dit ça, Gidad. Je tempère les niveaux. Là, ce que tu décris là, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, où les familles surendettées ont été virées de chez elles du jour au lendemain avec huissiers, flics, à faire sortir les enfants, à se faire réquisitionner la maison et revendre sur le marché à l'heure. Néanmoins, l'économie ne s'est pas effondrée. Voilà, en fait. Ouais, non, mais le lien que je t'ai mis là, il date de fin 2016. Du moins, c'est un nouveau lien. Il date de avril 2018. Mais la dette représentait déjà 164 milliards en 2016. Donc pire qu'en 2008. En fait, on s'en va vers un gouffre et t'es pas sûr que ça va arriver. Moi, tu vois, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui nous pend à la gorge, quoi. On m'entend ou pas? Attends, je vais juste répondre, Gidam. En fait, moi, je suis de Allô, vous ton avis à m'entendez? toi. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'essaie de tempérer parce que je ne sais pas qui en est où dans sa réflexion. Moi, c'est mon avis à moi, qui est le tien aussi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on va vers un effondrement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le système dans lequel ils sont aujourd'hui. Allô? Oui. Dis allô. Oui, c'est moi, Sébastien. Excusez-moi. Ouais, t'as fini. Donc on t'entend bien, Sébastien. Merci. Coupe ton micro, Sébastien. Pardon? Coupe ton micro. En fait, pour parler, tu vas dans le chat qui est en dessous, la taverne, la gazette de la taverne, là, et tu mets un P pour parler, ça évite que tout le monde prenne la parole en même temps, surtout quand on est en conférence. Mais sinon, si tu as quelque chose à dire, vas-y, je t'en prie, parle maintenant, comme ça, vas-y. Je vais juste te répondre, Gidad. La réflexion, c'est que il peut, pour moi, normalement, dans la logique des choses, ça devrait et ça doit s'effondrer. Normalement, c'est soit plus cool pour. À côté de ça, je dis ça peut ne pas être l'effondrement dans le sens où tout à l'heure, je crois que c'est la Valoche qui disait on peut s'endetter à 500% du PIB. Aujourd'hui, ils sont dans une logique qui est incohérente, décorrélée de toute logique
connue ou et qu'ils peuvent continuer à... Pour moi, en fait, la dette, dès l'instant où elle a été... La façon dont elle a été créée, elle ne peut être qu'exponentielle. Non, mais je suis d'accord Tous avec les sens toi. du terme. Donc, quoi qu'il arrive, elle ne pourra jamais s'arrêter de grandir et de plus en plus. Ce que je veux Oui, dire, non, mais dans un cadre... je te comprends, mais sauf que ce que tu dis, c'est dans un cas où le monde il serait mondialisé dans la façon que le veut le nouvel ordre mondial. Sauf qu'on est encore dans un monde multipolaire et qui risque même d'être encore plus multipolaire que ce qu'on a connu ces 10 dernières années, quoi. On le voit bien avec les BRICS maintenant, la Chine comment dire, qui frappe sa propre monnaie virtuelle. On va plus dans ce sens-là aussi. C'est là où il risque d'avoir effondrement pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout sur un sujet. Il ne faut pas se tromper sur la pseudo-guerre économique qu'a lancée Trump contre la Chine, parce que la Chine, c'est celle qui détient le plus de trésors américains. 100 ou 1400 milliards. Ça veut dire que demain, la Chine, elle veut faire chier les US, elle cède la moitié, elle met la moitié de sa réserve sur le marché. Là-bas, tu as une hyperinflation. Donc, ça tient à rien aujourd'hui. L'effondrement, ce que je veux dire, il tient à rien. Comme il tient à rien de maintenir sous perf en augmentant de manière démesurée et déraisonnable la dette. Et également de ton avis aussi, Gida, sur l'avenir qui est pas que dans mon sens tempéré, parce que je lui donne des étapes, on va dire. Bah, je te remercie. Je te remercie. Tiens, tu voulais poser une question? Moi, je pense qu'il faut revenir à l'origine de la création de la monnaie et de la création de la banque centrale. Et ceux qui ont créé en fait le système de la banque centrale, c'est les entreprises privées. Par exemple, aux États-Unis, Thomas Jefferson, le 3e président, il a fait tout son possible pour interdire cette banque centrale et la monnaie papier, puisqu'à l'époque c'était des pièces d'or, des pièces d'argent. Ce qui s'est passé avec le 8e président des États-Unis d'Amérique, je sais pas si on m'entend, mais vous m'entendez? Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Voilà, en fait, le 7e président des États-Unis d'Amérique, c'est le seul à avoir remboursé toute la dette, le seul. Donc, il s'appelle Andrew Jackson. Vous pouvez voir sur Wikipédia si vous voulez. Et donc, lui aussi, en fait, a mis son veto à la création de la... Il avait compris. C'était des entreprises privées, c'était des gens qui exposaient leurs plans, mais des personnes comme vous et moi. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est cette minorité, ce système-là qu'il a mis en place. Je continue juste pour la connaissance, pour l'histoire, pour l'information, pour pouvoir comprendre en fin de compte d'où ça vient et où est-ce qu'on va. Si tu veux, je sais pas si tu étais là au début de la conférence ou pas en fait. Non, désolé. Parce que j'ai pas voulu remonter en deçà de 1912. Ah oui. Mais on a abordé le sujet de la Fed avec sa